On l'a vu dans ce reportage de Patricia Lémonière. Vous le disiez à l'instant, Vincent Hervouet. Alexandre Delval, on est dans une zone qui est particulièrement compliquée, avec des frontières qui sont poreuses, avec une opération Barkhane menée par la France qui peine à réussir à traquer ces djihadistes. Racontez-nous quelle est la mosaïque de groupes, encore une fois, que ce soit des groupes plutôt mafieux ou des groupes djihadistes sur place. Vous avez raison de dire que c'est complexe. Par exemple, au Mali, au nord Mali, on avait des groupes touaregs, des groupes berbérophones, qui étaient absolument pas islamistes. Du jour au lendemain, ils adhèrent à des centrales islamistes parce que celles-ci leur permettent de mener à bien leur projet, qui est un projet indépendantiste, parce qu'ils ne supportent pas de vivre avec des Noirs du Sud. Les Maures, les Berbères et les Arabes du Nord, au Mali, ne supportaient pas d'être commandés par Bamako, qui est une capitale, aux mains de leurs anciens esclaves. C'est horrible, hein. Mais on en est là, avec des frontières où on a voulu faire vivre ensemble des gens qui étaient les uns les esclaves des autres. Et donc ça, il y a aussi une deuxième dimension, les peuples peuls et nomades en général, qui sont aujourd'hui chassés par un autre phénomène qui est la sécheresse et je dirais le climat, la guerre climatique. Et comme ce sont des peuples qui ont besoin de vivre avec leur élevage, ils vont vers le sud au détriment des peuples sédentaires, qui parfois d'ailleurs sont des chrétiens au sud, musulmans au nord. Donc on a des guerres tribales, on a des agendas indépendantistes, séparatistes, et on a ce vaste mouvement terrible qui est lié au réchauffement climatique, un mouvement qui traverse toute l'Afrique subsaharienne et sahélienne, de peuples peuls ou autres nomades musulmans, qui d'ailleurs ont un passé impérial islamiste. Il faut savoir que le djihadisme n'est pas nouveau. Oui. Au XIXe siècle, il y avait des peuples peuls qui avaient des empires djihadistes, qui pratiquaient des razzias de type djihadiste, avec déjà des prises d'otages. D'ailleurs, il n'y a pas que, il y a aussi au Maghreb, en Libye, Alger, d'ailleurs, était une réserve aussi d'esclaves qui étaient pris en otage. Mais les peuples peuls ont amené l'islam le plus dur. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont l'islam le plus compatible avec le salafisme. Donc on a aussi cette dimension ethnique, et aussi migratoire, parce que les migrations, ce n'est pas que vers nous, c'est aussi à l'intérieur de l'Afrique, ces peuples peuls qui vont piller. On le voit même au Centrafrique. Vous vous rendez compte, au Centrafrique, un pays majoritairement chrétien, qui aujourd'hui est pillé par des peuples nomades islamisés qui viennent du Nord et qui ont aujourd'hui presque les 2/3 du Centrafrique aujourd'hui est pillé et maintenu par des groupes djihadistes ou séparatistes, nomades, mais qui ont rallié des centrales djihadistes. Et ça, c'est un phénomène de masse qui va durer des années. C'est pas du tout plus pour des raisons économiques d'ailleurs que religieuses. Hein, oui, c'est ce que vous contrairement à ce qu'on croit très souvent, c'est pas que économique ou l'exclusion ou les pauvres ou le colonialisme. C'est des mouvements même civilisationnels. Les Peuls, pas tous, mais la plupart de ces mouvements Peuls sont nostalgiques de l'époque où ils étaient des empires qui mettaient en esclavage les infidèles et les Noirs plus au sud, ou les plus noirs qu'eux. Et ça, c'est quelque chose d'absolument massif, favorisé par la sécheresse. Donc, pendant toutes les années qui viennent, on va voir des peuples chrétiens ou moins islamisés du sud qui vont être pillés par des peuples nomades qui viennent du Nord et qui ont trouvé dans l'islamisme une raison, une sorte de légitimation pour faire leur pillage et leur prédation au profit, au détriment des peuples du Sud. La preuve qu'il y a un djihadisme africain qui a ses propres racines, c'est qu'effectivement la Katiba Massina dont on parlait fait référence à l'empire Peul Massina de la fin du 19e siècle, auquel les Français d'ailleurs se sont opposés, les coloniaux français. C'est important de le dire parce que le djihadisme, on croit que... certains disent que c'est une réaction sionisme à l'Amérique, aux guerres en Irak, que j'ai d'ailleurs condamnées, qui sont des guerres à un moment donné qui étaient inutiles. Mais c'est faux. Le djihadisme a une histoire bien avant certains phénomènes coloniaux, ou bien avant le sionisme, bien avant les guerres en Irak ou ailleurs. Alors, en tout cas, les autorités françaises, naturellement, sont au fait de ce danger émergent. Sur place, vous allez voir d'ailleurs les zones qui sont déconseillées par le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères. Et vous le voyez sur cette zone, notamment au Mali, ce qui est en rouge, ce sont les zones formellement déconseillées. En orange, déconseillées, sauf raison impérative. Et du coup, vous le voyez, le nord du Bénin est en orange. Voilà, il était donc déconseillé. En jaune, c'est une vigilance renforcée. Il se trouve que le parc national de la Pendjari, où se trouvaient, on va en voir d'ailleurs quelques images, où se trouvaient les 2 touristes français, fait partie de cette petite bande de terre qui est complètement au nord du Burkina Faso.
pour le coup, il faisait un safari. Est-ce que... oui, mais sauf que c'était la polémique... Voilà. Le safari, le gibier, c'était eux. C'est pas la meilleure idée qu'ils aient eue. C'est pas la meilleure idée. Alors peut-être qu'ils écoutent le Quai d'Orsay et les zones dangereuses où il ne faut pas aller. La polémique est en train de monter aujourd'hui sur la responsabilité, dans le fond, de... Ça nous a coûté des hommes. On en parlera avec vous. Ça nous a quand même coûté des hommes extrêmement formés sur lesquels on a investi énormément de moyens humains et financiers à cause de l'irresponsabilité de gens qui vont n'importe où, alors qu'on leur a dit que c'était dangereux. Alors, effectivement, il y a un délit qui s'appelle la mise en danger de la vie d'autrui. Il y avait un guide béninois qui a été assassiné et abandonné, dont le cadavre a été abandonné par les djihadistes. Après, il y a ces deux officiers. C'est la grande complexité, Alexandre Delval. C'est-à-dire qu'un otage français, pardon de mettre une balance, évidemment c'est ridicule lorsqu'il s'agit de vie humaine, mais vaut davantage pour des groupes mafieux, des coupeurs de route ou des groupes djihadistes. D'ailleurs, on a des groupes qui étaient des espèces de groupes de voyous, comme Belmokhtar, par exemple, qu'on appelait l'imam Malboro. C'était un trafiquant, un ancien contrebandier. Il est devenu un chef islamiste rallié à Al-Qaïda, parce que pourquoi il est resté sur une liste d'attente pendant très longtemps. Ben Laden, à l'époque, le considérait comme quelqu'un d'inférieur, même pas fréquentable. Donc il y a des groupes locaux qui sont sur des listes d'attente. Pourquoi ? Parce que le jour où on finit par les adouber, une grande centrale les adoube, l'otage passe de 1 à 50 fois plus cher. On peut vendre un otage 50 fois plus cher parce que la marque est connue. C'est la marque Daesh ou la marque Acmi ou Al-Qaïda au Maghreb islamique ou Al-Qaïda au Yémen, péninsule arabique, etc. Donc il y a un cynisme terrible. Et c'est pour ça que le monsieur béninois qui a été tué, le chauffeur, on s'en fout parce que lui, son prix est équivalent à 0. Personne ne va payer pour lui. Donc c'est une inégalité terrible. Puis il y a aussi tous ces otages inconnus. Les preneurs d'otages. Il y a aussi les otages inconnus qui n'ont pas la chance d'avoir une revendication derrière eux ou du bruit autour de leur prise d'otage. Je ne donnerai pas de nom, mais je connais des dossiers dont on n'a jamais parlé. Il y a des gens plus égaux que d'autres dans les otages. Oui, mais bon. Vous nous parliez de l'immense complexité, Alexandre Delval, de cette zone, complexité ethnique, complexité géographique. On est aussi dans une zone très largement désertique. Comment peuvent faire les Occidentaux, dans le fond, face à cette situation qui est imperceptible pour nous sur place? Comment on peut s'unir? On a parlé des Américains, mais il n'y a pas que les Américains dans cette zone. Alors déjà, on a parlé de cette zone, mais en Syrie, il y a une très bonne coopération avec les Américains, mais aussi avec d'autres armées occidentales. En Irak, une énorme coopération. D'ailleurs, un ancien capitaine du commandement des opérations spéciales, le COS, me disait récemment qu'en Irak, c'était vraiment très très net aussi. En Afghanistan, encore plus en avant, depuis 2001, une très très bonne collaboration entre nos services action, mais aussi nos services intelligence, notamment la DGSE. Les Américains, d'ailleurs, respectent, je parle sous votre contrôle, mais énormément le travail de la DGSE en amont. Donc, il y a une très bonne coopération. Moi, ce n'est que mon avis, mais je pense que ça devrait être élargi également aux Russes. Cette nouvelle guerre froide avec les Russes nous empêche aussi de collaborer avec d'autres, pas des Occidentaux, mais d'autres pays qui sont en guerre contre le même ennemi. Voilà, en Syrie, on pourrait même collaborer avec les Russes un peu plus en Irak et en Libye. Et c'est dommage, aujourd'hui, on s'empêche de collaborer avec certains. Alors c'est très bien qu'on collabore avec les Américains, avec les Espagnols, les Italiens, avec des Allemands, mais malheureusement, Canadiens, Australiens, mais on collabore pas du tout dans certaines zones, pas du tout avec les Russes. Au contraire, on a même refusé. Les Espagnols continuent. Ils n'ont même pas retiré leurs ambassades en Syrie. Nous, on a coupé les ponts avec des gens qui, malgré tout ce qu'on pense, ont quand même, à un moment donné, un ennemi commun. Ça ne veut pas dire que c'est notre ami, mais ce n'est pas non plus notre ennemi direct. Et ça, c'est un peu dommage que cette collaboration... D'ailleurs, Daesh s'est nourri de cela. Daesh s'est nourri du fait que Russes, Turcs et Occidentaux étaient trois entités qui étaient en rivalité totale avant la réconciliation entre Turcs et Russes. Et ces groupes prolifèrent là-dessus. Et enfin, en Afrique de l'Ouest, il y a quand même une spécificité. Il y a de plus en plus un djihadisme endogène. On recrute de plus en plus des Africains, alors que dans d'autres zones, en Syrie, on peut dire que le peuple syrien a été victime d'une invasion de djihadistes extérieurs, ce qui n'est pas le cas de cette zone du monde. Et enfin, il y a une collaboration entre Daesh et Al-Qaïda, ce qui est assez inédit, alors qu'ailleurs, c'est une guerre totale entre Daesh et Al-Qaïda. Virginie Leguet, Emmanuel Macron qui a peut-être un peu moins de poids politiquement avec l'Afrique francophone, parce que ça n'est pas Jacques Chirac ou ça n'est pas Nicolas Sarkozy. On sait qu'il a moins de réseau sur l'Afrique francophone. Est-ce que ça le fragilise, le président de la République ? Pas forcément, parce que Macron a une spécificité. On peut lui donner un regard neuf. Oui, Macron, quand il va dans un pays africain ou même un pays non occidental,
il dit très souvent « Je ne suis pas là ni pour vous juger, ni pour faire de la France-Afrique, ni pour faire du néocolonialisme ». Et c'est intéressant de voir qu'en Afrique de l'Ouest, la France d'ailleurs n'est pas du tout là de manière néocoloniale. Le G5, ce sont des pays qui nous ont demandé de les aider. Même l'Algérie ne s'est pas opposée à la guerre au Mali, alors que l'Algérie a d'habitude est contre toute ingérence, toute intervention. Donc c'est important de voir que aussi on ne fait pas que des interventions néocoloniales, comme en Irak ou en Libye. Au Sahel, c'est les pays autonomes, souverains, qui nous demandent d'être là. Donc pour une fois, c'est important de saluer aussi le fait que ce n'est pas toujours négatif quand on va quelque part projeter notre puissance. Dans ce genre de moment, en tout cas, parfois vont jusqu'à se poser la question des moyens qui sont déployés dans l'opération Barkhane avec, au final, en tout cas, c'est leur point de vue, peu de résultats. Est-ce que la présence française militaire peut être remise en cause ? Elle a quand même des résultats. Au Mali, quoi qu'on pense de Hollande, l'État malien existe uniquement grâce à l'opération française. Parce que dans le nord du Mali, on avait une zone assez désertique, mais plus grande que le sud, peuplée de berbères et de Maures et arabisés qui ne veulent absolument pas vivre avec les Noirs du sud. Et ça fait depuis les années 60, depuis la naissance même de certains États, il y a des groupes séparatistes qui régulièrement ressurgissent. Donc c'est uniquement grâce à la France aujourd'hui que l'État malien existe encore, et d'autres États aussi. Bon, la Centrafrique, on a eu des moins bons résultats, la République centrafricaine, parce qu'aujourd'hui les 3/4 du pays sont occupés par des légions de pilleurs islamistes qui viennent du nord, là aussi des tribus nomades, mais quand même on a eu un rôle assez, à mon avis, positif. En tout cas, on a limité les dégâts et on a quand même liquidé plusieurs centaines de djihadistes qui s'en prennent, il ne faut pas l'oublier, à leur propre population, y compris musulmans. N'oublions jamais que les premières victimes, ce n'est pas uniquement les Toubabs, les Babtous, que l'on vend très cher parce que c'est les Blancs, mais c'est aussi les populations locales, les musulmans modérés, les marabouts, ceux qui ont un islam local. C'est les premières cibles de ces islamistes qui veulent importer ce salafisme wahhabite saoudien. Général Trinquant, présence nécessaire ? Oui, présence nécessaire et qui a des effets. Il faut arrêter de dire que les 4500 soldats n'ont pas d'effet. Il y a régulièrement des groupes djihadistes qui sont neutralisés, suivant le terme politiquement correct qu'on emploie. Mais qui sont peut-être aussitôt remplacés. Mais c'est là qu'est le problème. Les armées ne peuvent pas régler le problème fondamentalement. C'est un problème de gouvernance, c'est un problème de développement, etc. En revanche, elles empêchent que s'installe un califat. Le jour où on laisse liberté de manœuvre, comme ça a été le cas juste avant Serval, où on pouvait laisser liberté de manœuvre à tout ça, un califat s'installe. On a vu ce que donnait un califat au Moyen-Orient. Qu'un califat s'installe en Afrique, au cœur de l'Afrique, c'est une catastrophe. Au milieu de ces 5 pays, les 5 pays du Sahel, dans lesquels c'est absolument à la fois gigantesque, et les extrémités de ces pays sont assez mal contrôlées. Et la pire chose qu'il pourrait avoir, c'est la jonction entre ce Sahel et le lac Tchad, avec Boko Haram autour du lac Tchad. La jonction des deux sur, effectivement, des relents historiques des empires qui étaient dans cette zone-là, c'est l'installation d'un califat, et là, c'est absolument dramatique. Mais quand on vous entend, Alexandre Delval, quand vous nous parlez de cette sécheresse qui pousse un certain nombre de populations et qui les contraint, dans le fond, à trafiquer, à prendre les armes, on imagine bien que la situation ne va pas s'améliorer, en tout cas dans cette zone de l'Afrique de l'Ouest. C'est un mouvement de fond. C'est un mouvement de fond qui est absolument terrible, dont on parle assez peu, et c'est assez étonnant parce que ça montre le lien entre l'écologie, le climat, le réchauffement climatique et les problèmes djihadistes. Ça montre aussi, un peu comme dans la médecine holistique, que tout est lié. On ne peut pas séparer les paramètres. Il y a des correspondances, des convergences, de même qu'à la convergence entre des voyous, des groupes de trafiquants, des groupes séparatistes qui ont un agenda séparatiste, comme le groupe Azawad. C'était des berbères qui n'étaient pas du tout islamistes. Ils sont devenus islamistes du jour au lendemain parce que c'était une opportunité pour justifier le séparatisme. Donc c'est important de voir les choses de manière holistique, globale. Pourquoi est-ce qu'ils font allégeance à des groupes djihadistes ? Parce que dans le fond, vous le disiez tout à l'heure, certains ne sont pas du tout musulmans à la base. Pour quelles raisons ? En fait, oui. C'est du marketing. Ouais, c'est une franchise qui légitime leur action. Pour un voyou, ça va lui donner une bonne conscience. Et il va avoir des gens qui vont lui dire « Je n'aime pas ton trafic, mais si tu me donnes un pourcentage pour le bien, en gros, je vais bénir ton... » Donc, une sorte de coopération. Pour un séparatiste berbérophone du nord du Mali, dont on peut comprendre l'agenda, parce que ça, c'est aussi un problème. On a créé des États non viables. Alors, c'est bien beau de vouloir faire tout le monde vivre ensemble. Mais quand les gens ne veulent pas vivre ensemble, depuis la création du Mali, les gens du nord, non noirs, non africains, ne veulent pas vivre avec leurs anciens esclaves du Sud. Et les esclaves du Sud veulent se venger sur les anciens esclavagistes
djihadistes du Nord. C'est comme si on oblige deux personnes qui veulent divorcer et qui se battent régulièrement à rester mariées. Non, et donc ça aussi, c'est un problème de fond. Tant qu'on n'a pas réglé le problème des Berbères, de l'agenda de certains peuples berbères qui ne veulent pas être dans l'état que les colonisateurs ont tracé, le problème va ressurgir. Je répète qu'avant même d'être islamistes, ces mouvements indépendantistes du nord du Mali ont toujours existé depuis les années 60. Ça ressurgit tous les 10 ans. Donc, et c'est comme en Irak, c'est comme en Syrie. Tant qu'il n'y a pas des solutions inclusives qui permettent d'associer des tribus, par exemple, les sunnites se sentent persécutés par les chiites en Irak ou par les alaouites en Syrie. Tant qu'on n'a pas créé des systèmes fédéraux qui donnent à chacun la possibilité d'être reconnu, ces djihadistes pourront proliférer. Ils vont dire, nous, on va vous libérer du chiite, on va vous libérer du marabout, on va vous libérer du colonisateur. Et donc ça, c'est un problème de fond. Le problème est politique. Je parle sous votre contrôle. L'armée n'est là que pour donner des moyens. Mais c'est toujours le politique qui commande avant et après. Un militaire intervient, mais il faut une solution politique. Ce n'est pas le militaire qui est chargé de trouver la solution inclusive. Il faut faire des propositions pour que les gens veulent bien vivre ensemble. Le militaire est là pour éviter qu'on utilise les armes pour résoudre un problème politique. Mais le problème reste politique. En tout cas, puisqu'on parle de politique, ça affaiblit les régimes de cette région. On pense par exemple au Bénin. Il y a quelques mois, on parlait du président Talon en disant que ce pays était en train de connaître une renaissance économique, qu'il était relativement stable. On a vu qu'il a été déstabilisé ces derniers temps dans la rue. Et ce genre d'affaires déstabilise des régimes qui sont d'une démocratie naissante, on va dire. Oui, bien sûr, des démocraties fragiles, et il faut le reconnaître. Macron a eu raison quand il avait interpellé le chef d'État du Burkina Faso. Il y a des potentats qui ont des milliards, qui ont dépensé des milliards partout dans des investissements absolument faramineux, et ils n'ont pas électrifié leur village. Ça, c'est un vrai problème aussi. Ce n'est pas que l'occidental colonisateur qui est responsable. On a des potentats corrompus qui sont en place. Puis il y a un troisième problème. On a quand même des drôles d'amis. Le Qatar et l'Arabie Saoudite qui exportent ce salafisme qui est opposé même à l'islam africain, qui est opposé à l'islam des Philippines, qui est opposé à l'islam d'Indonésie. Ils ont réussi à défigurer le monde musulman en important ce salafisme qui est quand même le terreau idéologique du djihadisme. Donc il y a des problèmes séparatistes, économiques, de la délinquance, des trafics, mais il y a aussi l'idéologie. Et tant qu'on a des amis qui diffusent le salafisme, qui lui-même permet la justification de la mort dans le djihadisme, comment voulez-vous lutter contre le terrorisme? On a pour lutter contre le terrorisme des alliés qui sont les financiers idéologiques de ce terrorisme. On revoit cette carte, elle est intéressante parce que ça nous permet de comprendre qu'il y a une zone au centre là, qui est marquée en rouge, qui est essentiellement désertique entre la Mauritanie, le Mali, le Niger, bien entendu le Tchad. Est-ce que ces pays d'Afrique francophone de l'Ouest qui sont souvent, dont les populations se concentrent sur les bandes côtières, est-ce que ces régimes-là, je repose la question, sont menacés dans le fond par cette multiplication de groupes djihadistes dont vous nous parliez? D'abord, pardonnez-moi, mais on a une vision très hexagonale. Vous montrez la bande sahélienne avec les pays francophones. Suivez-la à l'est. Et oui. Le Soudan, le Sud-Soudan, la Somalie. Donc c'est toute la zone qui est en difficulté. Hein. Et les populations, évidemment, la densité de population est plus sur les côtes. Et ce qu'on dit toujours, il y a eu un attentat en Côte d'Ivoire, il faut le rappeler, hein, sur les plages. Hein. Donc le danger est aussi que cette menace terroriste vienne dans les centres de population. Et les centres de population sont naturellement beaucoup plus proches des côtes. Donc c'est toute cette étendue de la menace terroriste, qu'elle soit djihadiste ou de différentes obédiences, qui peut attaquer les richesses de ces pays. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux. C'est terrible à dire, mais le parc national, d'une certaine façon, restera un parc national avec une économie relativement réduite. Au Bénin, si vous descendez à Cotonou, là, il y a un problème. C'était le problème exactement de Serval. Tant que les djihadistes ont été pendant assez longtemps dans la zone de l'Azawad, hein, mais dès qu'ils ont voulu descendre vers Bamako, là, c'était plus acceptable. Donc, on voit bien cette espèce de balance avec le problème écologique, vous avez parfaitement raison, sur la bande sahélienne, mais aussi le problème de gouvernance. Et je le répète, en tant que militaire, les militaires sont là uniquement pour empêcher qu'on utilise les armes pour régler ces problèmes-là. Il faut que les gens viennent régler les problèmes de façon politique. C'est aux politiques de trouver des solutions, comme en Syrie, en Irak ou au Mali. Et pour finir sur cette zone, c'est une zone qui est austère, qui est difficile, qui est du coup simple pour ces groupes très habitués à se cacher.
est difficilement praticable pour nos troupes. Hein. Alors, je ne dirais pas que c'est une zone, parce qu'il y a des endroits très prospères, il y a des endroits verts, il y a des endroits extrêmement désertiques, il y a une très très grande disparité. Il y a des pays d'Afrique qui sont en train de devenir, j'allais dire, riches même. L'Éthiopie est passée d'une extrême pauvreté à un taux de croissance extraordinaire. Le Ghana est un miracle économique depuis quelques années. Donc c'est quand même une zone très 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 diverse. Et à l'intérieur d'un même pays, il y a des disparités. Par exemple, la Côte d'Ivoire, vous avez le pétrole et des gens assez aisés au sud, et dans le nord, des musulmans qui se sentent dépossédés des richesses du pays et dont on instrumente, Alice, d'ailleurs, le ressentiment. Les djihadistes sont des spécialistes du ressentiment. Ils prennent un frustré, un perdant radical, comme dit le grand philosophe Enzensberger, et ils lui disent, nous, on va te redonner ton orgueil, ta fierté, comme pour les banlieues chez nous, d'ailleurs. On va voir des gens qui sont un peu paumés, et on leur dit, nous, on va te redonner ton orgueil, ta fierté. Et ça, c'est un problème de fond, qui est presque psychologique également. Et qui risque de durer. Merci beaucoup pour ce débat. On va tout de suite regarder notre documentaire exceptionnel au cœur des forces spéciales. C'est, vous allez le voir, sur la base de Lorient, que les bérets verts, comme on les appelle, ces commandos de marine, sont formés. Nos équipes ont suivi la formation et le recrutement de ces commandos de marine. Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello étaient issus de cette formation. Je vous propose de regarder ce documentaire exceptionnel de 52 minutes sur le recrutement des hommes qui sont tombés aujourd'hui au combat.